j'aimerais juste un peu parler de ce titre, puisqu'on m'a demandé un titre à cette conférence, et effectivement c'est extrêmement délicat de donner un titre. C'est presque plus compliqué que l'exercice lui-même. Et donc en travaillant et en regardant un petit peu, en me tournant sur le travail de l'agence, disons, de ces 10 dernières années, avec effectivement, comme tu l'as dit, la question des NAJA en 2005-2006, qui ont été un petit peu un déclencheur, un élément qui a permis d'accélérer les choses. Donc en regardant un petit peu ces quelques projets, ce cheminement, ces réflexions, je trouvais que le terme de congruence était relativement d'à propos. Donc c'est un mot qu'on utilise assez peu, qu'on connaît peu. On connaît plutôt son contraire, incongru. Et congruence, en fait, ça désigne le fait de coïncider, de s'ajuster parfaitement, de s'adapter avec une idée de réciprocité aussi, de cette combinaison d'idées, de programmes, de contextes, de lieux, de sites, de mémoire, de pratiques, etc. Voilà, donc en fait, finalement, cette question de congruence, pour nous, c'est mettre en œuvre une sorte d'intelligence de la situation. Et c'est quelque chose de très spécifique, très propre à l'architecture, cette intelligence de la situation. Donc bien évidemment, j'ai mis un S à congruence parce qu'il y a autant de projets que de situations données. Alors, avant d'aborder le travail, cette sélection de projets, juste dans 4 images, qui j'espère vont arriver, pour un petit peu situer le contexte dans lequel on travaille, l'imaginaire de l'agence, la façon dont on travaille, les réflexions qu'on essaie de mener. Donc, effectivement, ces réflexions, elles sont quand même issues donc, de deux choses. La première, c'est effectivement la pratique de mon père, Bernard, comme tu l'as dit, qui est architecte en chef et qui, d'une certaine manière, avec sa pratique, donc, et c'est son intérêt pour la question du temps, de la mémoire, des éléments, de la stratification, de la reconstruction, de la restauration, de la transformation, de la réutilisation, etc. Tout cet univers-là, effectivement, nous a relativement nous fait vivre, j'allais dire, à l'agence. La seconde, et celle-ci, par contre, elle est pas calculée, c'est la dimension paysagère de nos projets et le rapport avec le milieu naturel, donc qui est quelque chose, un travail qui est récurrent depuis le début, mais et qui finalement est venu de manière assez intuitive. Elle est venue au fur et à mesure des projets, des mandats qu'on nous a donnés, effectivement, et pour l'instant, voilà, les objets, les architectures qu'on a réalisées prennent naissance et s'installent dans des paysages assez caractéristiques et des sites avec des dimensions naturelles ou artificielles, mais des sites assez spécifiques. Et c'est vrai que la question de la ville, la question urbaine, c'est des choses que nous avons de fait moins traitées. Alors donc je vais vous présenter donc quelques images qui me semblent importantes pour introduire notre travail. Donc effectivement, je travaille à Toulouse et puis il se trouve que j'ai toujours vécu au pied des montagnes, donc que ce soit les Pyrénées ou bien les Alpes suisses, j'ai toujours été en montagne ou pas loin, donc avec un horizon alpin ou pyrénéen. Et je trouve que ces questions
le relief. Hein, ce sont des sites très particuliers, les lieux où il y a un relief. Et c'est des lieux où s'expriment les éléments, précisément les éléments, voilà, le froid, la chaleur, le vent, l'eau, la neige, etc. Et c'est donc avec ces montagnes-là que je voudrais exprimer ou illustrer cette idée de congruence. Alors ici, c'est un barrage. Donc on est en Suisse, on est dans les Grisons. C'est un barrage comme il y en a des dizaines, un barrage hydroélectrique, tout simple, j'allais dire. Alors c'est pas le plus grand, c'est pas le plus haut, c'est pas le plus puissant. Voilà, il est même plutôt modeste, il n'est pas très haut, hein, il fait une trentaine de mètres de haut. Mais ici, ce qui m'intéresse, c'est la géométrie et c'est l'inscription dans le site qui résulte. Donc on a cet effet qui est renforcé par l'image, par la photo, mais on voit que la teinte du béton s'apparente au rocher. On comprend ce ruban là qui vient découper, trancher net le tapis végétal, ce rapport entre le végétal et le minéral. On a cette brume qui dramatise la situation. On sent que il y a des centaines de milliers de mètres cubes d'eau qui sont derrière. On sent cette force-là, cet équilibre des forces entre l'installation de l'homme et de la structure et puis la nature. Et donc, cette forme simple, toute simple, qui permet cette sorte de mise en tension du paysage. Deuxième exemple, vous connaissez tous ce travail des Running Fence de Christo. Bon, alors donc c'est cette installation 76 là, en Californie, donc 5,50 m de haut, 40 mètres de long. Bon, j'aurais pu prendre d'autres œuvres hein, de Christo, Valley Curtain, enfin bon. Ce qui est intéressant sur ce travail-là précisément, c'est l'effet produit et les moyens déployés, ce rapport entre les moyens et l'effet. Hein, ici, on a quelques câbles, quelques bâches, enfin quelques poteaux, et puis on y va. Et puis des collines tout à fait standard, tout ce qu'il y a de plus banal, j'allais dire. Mais là, on a cette différence d'échelle entre un petit élément qui va être très long, cette question dans le territoire. Donc ces deux banalités-là, finalement, qui s'interpénètrent et qui se transcendent, finalement, qui se révèlent et qui se transcendent. Et troisième objet, donc là on est de retour dans les Grisons, on est près de Chiers, donc c'est en allant vers Davos, pour ceux qui connaissent, entre Davos et Saint-Moritz, c'est la basse Engadine. On est près du vallon de Salginatobel. Donc c'est un village qui est reculé, et donc en 1928 on décide de construire un nouveau pont pour faire passer les voitures. Les voitures ne pouvaient pas accéder au village. Et ce nouveau tracé implique la construction d'un pont. Et on organise un concours, et parmi les 18 projets qui sont retenus, admis à concourir, on retient donc la proposition de Robert Maillard, qui est celle-ci, qui est donc un pont en béton armé. C'est un ingénieur suisse assez anticonformiste qui a travaillé donc entre 1910 et 1940. Alors ce qui est intéressant là, c'est cette structure qui est extrêmement tendue, cet arc est extrêmement tendu, qui vient souligner le vallon, ou le ravin plutôt. C'est un ravin, je crois qu'il y a 150 ou 200 mètres.
Et ce qui est intéressant ici, c'est que l'expression de l'ouvrage tel qu'il est tient par l'absence de butée. Il n'y a pas de butée visible, il n'y a pas d'élément d'expression des efforts. On a une structure qui est extrêmement simple, radicale, et qui vient s'imprimer comme ça derrière une nature qui est vierge, enfin, ou presque, hein, parce qu'elle a été quand même bien remaniée, mais voilà, cette nature-là. Et donc on a une expression extrêmement forte, extrêmement forte. En fait, ce qui est intéressant, voilà, quand on la compare par exemple aux cintres qui ont été mis en place lors de sa construction, tout d'un coup, on n'a pas du tout la même expression qui s'en dégage. Ici, cette tension n'existe pas, elle est pas encore visible. Et puis, quand on voit le pont dans son grand paysage, dans son milieu naturel, j'allais dire, en liberté presque, comme ça, on comprend comment la pensée de Maillard qui procède, c'est presque une image mentale, hein, de la gravité, etc., qui renvoie à cette puissance du paysage, cette lutte entre la gravité et le franchissement. En fait, ce que nous disent Maillard et Christo, qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est que donc, cette association entre le paysage et l'action de l'objet, l'association des deux va transformer, transcender ces deux entités. Et finalement, par la prise en compte d'éléments très factuels, hein, la pesanteur, la largeur du ravin, les collines de la côte ouest, etc., on peut transformer les choses et on peut agir dessus. C'est un peu, finalement, c'est comme un catalyseur. Les choses se révèlent et se cristallisent à nouveau dans une nouvelle situation, et on peut en démultiplier, et ça démultiplie la force symbolique, en fait. Et c'est ça qui nous intéresse. Donc dans nos projets, on essaie de faire cette démarche-là, de comprendre comment on peut interagir avec le paysage pour pouvoir révéler le projet architectural, mais aussi révéler le site dans lequel il s'inscrit, ou les usages, ou la mémoire, ou etc., enfin, les caractéristiques du site, de manière à ce qu'on puisse démultiplier leur valeur et augmenter la force symbolique du projet. Voilà. Donc premier projet, donc nous sommes ici à Foix, donc on est toujours dans des histoires de montagne, à nouveau. Donc Foix, c'est une ville donc dans le Quétaut, juste après les premiers contreforts pyrénéens. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit ici des grands mouvements de terrain ici qui sont très intéressants, très caractéristiques du site. Voilà. Donc Foix ici. Donc l'Ariège ici, la rivière ici, et puis une petite rivière aussi, l'Arget ici. Et alors ce qui nous intéresse là, c'est toutes les zones ici plantées. Ce qui va nous intéresser ici, ce qui va nous révéler, ces zones ici qui sont plantées, en fait, marquent une rupture de terrain extrêmement forte de l'ordre de 50 mètres. Voilà, ici on a ces plateaux hauts qui sont globalement 50 mètres au-dessus de la vallée. Et ce qui se passe en plus, c'est qu'on a un objet singulier dans ce système paysager, c'est le château de Foix, qui est ici, qui est sur son promontoire. Donc bien évidemment, il est là, il est dans un espace, on le voit de partout et il permet de surveiller, c'était le rôle des châteaux forts. Je ne vous apprends rien, il n'y a pas de souci là-dessus, le voilà notre château fort. Donc c'est cet objet qui domine et qui est au cœur du système paysager de la ville de Foix. Et on nous demande d'installer un programme de logement de 38 logements. Et pour cela, on nous donne ce terrain. Donc ce terrain qui est donc ici en lisière, sur ce dénivelé, qui est exactement à la rupture de la pente.
au niveau de l'affleurement rocheux. Et donc effectivement, comment travailler avec la pente, comment se trouver au bord du relief, tout en gardant l'identité du site, c'est-à-dire le promontoire et son château. Donc on est venu installer donc 4 petites barrettes. Quatre petites barrettes qui reprennent donc une installation donc d'une architecture en terrasse et qui viennent comme ça s'installer dans la pente. Et donc, à une échelle un peu plus petite, on a 3 idées sur ce projet qui viennent structurer un petit peu l'architecture. Une idée donc de prolongation des petites venelles qui existent. On a un système de venelles et un système d'agencement du bâti qui est assez fort, qui est très simple mais assez fort. Donc on vient reprendre cet élément-là, première idée. Deuxième idée, on vient installer des vues. Et troisième idée, on vient gérer des échelles qui sont comparables avec le bâti existant. Voici l'organisation, donc nos 4 barrettes qui sont connectées ici par un système de distribution. Alors ce qui est intéressant aussi ici, c'est qu'on a un maître d'ouvrage assez exceptionnel qui nous demandait de ne pas clôturer le site. Donc, et de ce fait, on a pu travailler sur une question de rencontre entre l'espace public et l'espace privé. Il n'y a aucun élément, aucune clôture, aucun jardinet privatif. L'idée, c'était qu'on arrive à faire en sorte que le passage entre l'espace public, la rue, et les espaces plus privés se fasse en douceur, par des petites ruptures de terrain, par des sauts de loup, par des éléments paysagers, mais jamais d'éléments construits qui pourraient avoir valeur de clôture. Voilà nos barrettes, nos bâtiments. Donc ici, sur cette vue, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que donc les maisons, qui sont des maisons, tout à fait des pavillons, ont des valeurs en termes de masse bâtie aussi équivalentes à ce qu'on vient construire. On vient profiter en fait du dénivelé de terrain et on vient donc installer un demi-niveau. Donc là, on est globalement à 1,40 m au-dessus de la rue. Voilà, donc là on discerne en fait le terrain qui commence à plonger vers la ville et puis l'organisation des pleins et des vides qui suit le rythme déjà imprimé par la rue existante. Voilà donc une des venelles qui vient buter contre notre projet et qui vient, par contre, on a donc 2 éléments et 2 vues qui sont laissés aux deux. On imagine bien qu'on a donc à droite et à gauche des pavillons existants qui gardent leur vue. Alors ce qu'il faut imaginer, c'est qu'avant la construction de cet ensemble de logements, il y avait donc une barre ici de 4 niveaux. C'était un lycée d'enseignement. Donc on avait une barre de 4 niveaux qui venait boucher complètement la vue. Voilà, donc on monte. On a ce système de circulation, de coursive. Et puis là, on discerne donc le saut de loup et donc le niveau bas avec une sorte de rez-de-jardin qui permet d'installer donc les 3 niveaux. Et donc, on a cette sorte de cadrage du paysage très fort entre ces barrettes vers la montagne avec les dalles des coursives, les horizontales qui viennent souligner cet effet de perspective, un petit peu comme si c'était des strates de rochers qui affleurent et qui venaient se prolonger.
Voilà, et puis on voit un système donc d'organisation. Donc là, c'était juste après la livraison, un système d'organisation pour faire fabriquer des zones de retrait. Et ces zones de retrait, on le verra tout à l'heure, ont été réutilisées par les habitants. Alors, ce qui est intéressant, c'est que chacune des barrettes se termine donc presque en porte-à-faux, viennent presque tomber dans le vide. Là, on perçoit le vide vers la ville. Donc toujours avec, on a profité, on a scrupuleusement gardé la végétation existante. Voilà. Et puis là, on voit bien qu'on tombe d'une vingtaine de mètres au-dessus de la ville. Donc. À l'extrême nord, sur la dernière barrette, on a dégagé donc cette place. On appelait ça une place, bien que ça soit une zone parfaitement privée. C'est pourtant, de l'espace privé, c'est devenu presque un espace public où tout le monde vient discuter, se rassembler. Chacun a sa place, notamment alors les 14 juillet, tout le monde est là, etc. Enfin, c'est quelque chose assez pratiqué, et, on est assez content de cet espace-là. Et la qualité de la vue aussi. Hein, je pense qu'il faut imaginer ce logement social, voilà, mais ils ont une vue assez belle sur les montagnes et sur le château. Donc l'organisation, très rapidement, donc la structure du bâtiment, on a mis en place en fait un système extrêmement simple structurel, des dalles horizontales qui sont supportées par des refonds en équerre, en L, régulièrement répartis. Et en fait, dans cette structure assez rigide, on peut venir mettre en place donc un système de différentes typologies, différents types d'appartements, et en fait on peut mixer ici, dans chacune des barrettes, on peut mixer les typologies de manière à pouvoir répondre au programme qui nous était donné. Donc pas d'éléments porteurs extérieurs, les porteurs sont intérieurs, c'est ce qu'on voit ici. Une photo en chantier, donc on voit ces dalles, ces porteurs ici verticaux, et puis un remplissage léger avec un complexe en bois extrêmement simple. Donc évidemment là c'était encore l'époque rêvée où on n'avait pas de problème de rupture, de pont thermique, de problématiques diverses et variées, où on pouvait faire continuer les dalles. Aujourd'hui ce genre de mise en œuvre serait totalement impossible à faire dans les conditions actuelles. Voilà, donc le système de coursive. Et puis ce qui est intéressant, c'est que les coursives, elles ont été appropriées par les habitants. On voit bien que la différence entre espace public et espace privé est assez floue, assez indéterminée. Mais bon an, mal an, les choses s'organisent. Les coursives se terminent par les balcons, par des zones qui sont à usage exclusif des appartements, mais il n'y a pas de rupture et de limite. On voit bien ici que la coursive tourne et vient former balcon. Voilà, donc les limites se font naturellement. Et puis donc ces espaces-là, donc maintenant c'est planté, ça pousse et c'est devenu des potagers extraordinaires. Voilà, et Maryse est là pour vous faire la soupe quand vous y allez, vous trouvez de tout, vous pouvez faire votre plus beau repas sans problème, tout est cultivé sur place, voilà.
Puis une dernière image sur cette question aussi donc de l'usage et de l'architecture relativement neutre qu'on a voulu mettre en place. En revanche, sur la question des teintes, pour nous c'est intéressant que les choses se révèlent par les usages et que l'architecture exprime une certaine retenue et une certaine simplicité pour que les usages et que les habitants puissent faire leur affaire s'approprier l'espace et faire leur affaire de leur logement. Voilà, deuxième projet, deuxième illustration d'une inscription dans le paysage. Alors ça, c'est un concours perdu. Je m'étais dit au départ que je ne présenterais que des choses qui seraient ou seront ou qui sont construites. Je pense que c'est important de montrer ce projet parce qu'il procède d'une démarche intéressante dans le cheminement de l'agence. Donc il s'agit de la construction d'un internat donc, au nord de Rodez pour un lycée agricole. Voilà. Donc Rodez, vous connaissez tous, ou vous allez tous connaître, parce qu'il y a un très beau musée qui est en train de se construire, se terminer. Et donc notre intervention est au nord de Rodez, donc on est dans un espace à nouveau, dans un territoire très vallonné ou très marqué par le relief. Et là, c'est un petit peu le contrepoint du projet précédent, mais quelque part on procède de la même manière en termes de réflexion. On a cette image-là qui nous est donnée, ce site. C'est-à-dire cet énorme bâtiment qui est donc le lycée, qui est construit sur la crête de la colline, et on nous donne une toute petite parcelle ici, et on nous demande de venir installer notre internat. Voilà, donc voici les échelles qui sont mises en place. Donc on a un énorme bâtiment et on a un énorme bâtiment existant qui vient vraiment, qui est très prégnant, et une autre parcelle qui nous est donnée. Et cette parcelle-là, elle a ceci de très particulier, c'est que l'affleurement rocheux est pratiquement immédiat. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire de fondation, on ne peut pas faire de terrassement. Donc il nous faut composer avec le site, composer avec la géologie du site. Voilà donc l'idée donc de densité, parce que quand vous réagissez à la visée de la pente, vous avez trois solutions pour vous installer dans la pente. Vous êtes dans la pente, donc projet précédent. Vous êtes à flanc de colline, vous êtes donc le long d'une ligne de niveau, donc une côte bien définie. Ou troisièmement, c'est ni l'un ni l'autre, et auquel cas, on travaille un volume qui doit être extrêmement dense, et le volume le plus efficace dans ce cas-là, c'est le cube. Donc on a commencé à travailler autour du cube, autour de cette idée de densité maximale en termes d'espace occupé au sol et d'espace construit, organiser tout ça pour organiser les chambres d'étudiants et travailler avec cette inflexion du terrain. Donc vous connaissez tous Oteiza et son travail sur la question du volume et savoir comment, jusqu'à quand l'expression du volume est conservée alors qu'on a on a fait le vide autour. Donc un petit peu ce parallèle avec notre internat, notre bâtiment, il fallait qu'on soit le plus compact possible, qu'on soit en même temps qu'on y installe le programme et en même temps qu'on garde suffisamment de force pour pouvoir justement réinscrire donc notre bâtiment dans le paysage. Voilà, donc ça c'est des quelques plans. Vous voyez bien que les niveaux inférieurs sont très très peu inscrits dans le terrain.
par cette incapacité qu'on avait à creuser le rocher qui était extrêmement dur, et puis un espace ici, un étage ici, l'étage principal, j'allais dire, qui est en connexion avec le haut de la crête finalement du terrain, et puis les trois étages supérieurs. Voilà notre coupe. Donc on voit bien qu'on est sur le creux, sur la crête même, donc l'affleurement rocheux est vraiment à son maximum, quasiment pas de terre végétale. Voilà notre projet en élévation. Je reviens sur la photo de départ et voici l'insertion. Donc là, on a complètement à l'inverse du projet de fois où on a un projet qui vient se suivre la pente et s'inscrire dans des volumes, dans des gabarits très tenus. Ici, on vient concentrer les énergies de manière à venir contrebalancer, contrebalancer l'énorme bâtiment, l'énorme massivité du bâtiment existant. Donc, essayer de retrouver un équilibre. Et puis un bâtiment blanc, un bâtiment noir, essayer de faire en sorte que cet équilibre soit le plus subtil possible. Bon, bien évidemment, des vues vers Rodez, avec la terrasse d'accès, et notre bâtiment dans la pente, avec donc cette grande vue cadré sur le paysage du niveau commun, de salle de travail, etc. Et puis en partie basse et en partie haute, bien évidemment, les chambres des internes. Troisième exemple d'inscription dans le paysage, un travail en contrepoint, cette fois-ci aussi pour le siège du syndicat départemental d'électrification. Donc un programme très simple, un programme de bureau. Néanmoins, le siège, le SDE étant une institution, et la nécessité d'avoir une certaine représentativité dans le bâtiment qui sera construit, une image à donner donc de cette institution, une émanation donc administrative. C'est une division du Conseil général qui a besoin donc de cette expression de la puissance du Conseil général, et donc de donner une image forte de ces bureaux. Alors ici, ce qui est intéressant dans ce projet, c'est que le site qui nous était donné est complètement à l'inverse des deux précédents. On est dans une zone industrielle absolument dantesque de la ville de Montauban. Une espèce de chaos total d'énormes entrepôts. Donc un terrain extrêmement compliqué, extrêmement difficile, où il était extrêmement assez compliqué pour essayer d'extraire des choses de cette urbanité assez débridée comme ça. Donc on voit cette zone industrielle qui fait face à ces champs, ces vergers, puisque Tarn est dans le Tarn-et-Garonne, donc on cultive beaucoup, une industrie fruitière extrêmement développée. Donc on a des vergers à perte de vue. Donc cette espèce de part et d'autre du Tarn, là, d'un côté une zone extrêmement peu maîtrisée, et puis ces vergers qui sont extrêmement bien calés, rangés,
traiter de manière à pouvoir ramasser un maximum et cultiver un maximum de fruits avec les rendements les plus grands et les meilleurs. Donc ce terrain qui nous est donné avec des objets gigantesques. Vous voyez, donc le rouge, c'est le petit point rouge, c'est ce qui nous est donné à construire. Et puis, immédiatement à côté, vous avez des entrepôts monumentaux qui s'étalent autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Il y avait des questions de matérialité aussi. On avait proposé, on s'était dit, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en place pour essayer de symboliser ce bâtiment. Qu'est-ce qu'on va mettre, qu'est-ce qui va nous permettre d'inscrire notre bâtiment dans le site. Donc on travaillait à partir du métal, donc Bourdelle, un artiste montalbanais, et puis ces vergers qui nous semblaient des choses peut-être intéressantes à traiter. Donc un terrain extrêmement compliqué, extrêmement contraint, avec des aspects administratifs assez insolubles, des retraits, voilà, très peu de latitude. Enfin, on était vraiment contraint dans toutes les hauteurs, les gabarits, les retraits, le nombre de parkings, enfin voilà, assez complexe. En fait, c'était à l'image du reste de la zone industrielle. Et donc, ce qu'on a proposé, c'est un bâtiment. On a proposé donc de reconstruire, reconfigurer ce paysage et proposer donc un jardin intérieur et d'organiser donc l'ensemble des bureaux autour d'un verger. Donc un plan assez simple, organisé comme un cloître, avec une circulation organisée autour de ce jardin, ce patio, ce jardin clos. Et puis une expression relativement forte et brute du bâtiment, de sorte à pouvoir venir contrebalancer ces immenses entrepôts. Voilà ce qu'on a essayé de mettre en place. Donc un bâtiment extrêmement simple, pas d'ouverture sur la rue, ça c'est la façade principale. Et puis donc l'expression en coupe, les coupes transversales avec donc ce patio intérieur. Et voilà notre bâtiment dans son environnement, noyé dans les entrepôts et les dépôts de matériaux. Toutes les entreprises montalbanaises ont leurs dépôts ici, donc il y a des tas de terre pour les terrassiers, les matériaux, etc. Voilà. Et nous sommes venus installer uniquement cette forme sur la parcelle qui nous était donnée. Un bâtiment qui veut absolument nier la chose industrielle, qui réagit en contrepoint des entrepôts. Et on avait des objectifs absolument dantesques en termes d'économie de projet, et justement, il fallait absolument qu'on trouve un procédé industriel pour pouvoir sortir le bâtiment dans les prix qui nous étaient impartis. Et on ne voulait absolument pas que le bâtiment ait cette marque du procédé industriel. Et le bâtiment a finalement été sorti en béton. Il est sorti en béton parce qu'on n'arrivait pas économiquement à le sortir en métal. Donc on est sorti en béton et on a mis en place un procédé qui nous a permis, donc avec un nombre incalculable un calpinage extrêmement savant, puisque tout est préfabriqué,
c'est du béton préfabriqué. Donc, trouver un capinage savant qui permette de brouiller le message et annuler la lecture d'un procédé industriel. Donc, évidemment, des petits décalages pour essayer de contrecarrer les énormes volumes des boîtes qui sont des pavés parfaits dans cette zone. Voilà notre bâtiment. Donc on tourne autour, c'est presque comme il est vu presque comme une sculpture, des décalages, des ombres. Un travail donc sur les textures entre les différentes faces. Le bâtiment la nuit, donc il réagit de façon avec son environnement, voilà. Important pour nous, on travaille toujours, que ce soit du logement, que ce soit du bureau, toujours des fenêtres toute hauteur, jamais d'allège. Jamais d'allège. Voilà, et à l'intérieur, donc on découvre cette forme noire qui est assez autonome, comme ça, on rentre dans une blancheur et on a une chicane, avant de découvrir l'entrée. Et le patio intérieur. Donc bien évidemment, on attend que les arbres poussent un peu. Et donc ce système de circulation périphérique qui va distribuer l'ensemble des bureaux. Donc une construction extrêmement simple, extrêmement rationnelle. Donc l'ensemble des toitures ont été traitées aussi, de manière à ce qu'on puisse, puisqu'elles sont vues pour la partie haute. Voilà. Voilà un système à chaque fois. Tous les bureaux donnent sur cette circulation, ont une vue avec un châssis vitré, de manière à ce que les personnels puissent communiquer et voir ce qui se passe. Donc ils se voient de bureau à bureau. C'était une demande dans le cadre de l'évolution du projet, puisqu'on a travaillé sur cette question de vue et de zone de rencontre. On leur a proposé d'avoir des châssis, justement, ces châssis vitrés-là, de manière à ce qu'ils puissent immédiatement se voir et se rencontrer. La plus grande partie ont il y a des services entiers qui travaillent la porte ouverte. Voilà. Projet toujours sur cette question du paysage. Donc on revient vers Rodez, à Baraqueville. Un projet assez singulier. Donc il s'agit donc de construire une médiathèque et un petit musée dédié au cinéma. Et puis donc sa médiathèque avec sa zone de consultation, et puis donc son auditorium et sa salle de spectacle. Bien. Et donc notre terrain d'assiette ici se trouve donc à Baraqueville. Baraqueville, vous allez me dire, je suis obsédé par la question du relief, mais j'ai travaillé autour de ça.
Donc pareil, donc Barraqueville, c'est une petite ville, donc sur la route qui mène de Toulouse à Rodez et qui s'est construit, c'est un village qui s'est construit, une ville-rue qui s'est construit le long de sa route nationale ici, qui marque le relief et qui est au sommet de ce coteau. Et on voit bien d'ailleurs qu'ici s'organisent le dénivelé, donc on a une belle vue vers le sud et un dénivelé relativement important. Et donc la mairie nous demande donc d'installer dans cette zone ici sa médiathèque. Voilà. Et ce qui est intéressant ici, c'est que de par le programme, on ne pouvait pas, et l'exiguïté de la parcelle, il fallait absolument donner à voir le paysage d'une part, donner à lire ce paysage, donner à lire ce dénivelé, et en même temps former un espace public et distribuer les différentes entités de l'équipement. Une première place publique ici existante qui ne nous était pas donnée à travailler, mais en revanche, une zone ici, une place publique ici à travailler dans le cadre du concours de maîtrise d'œuvre. Et puis, donc, notre bâtiment qui est à l'interface entre ces deux espaces publics-là. Donc, ce qu'on a proposé, voilà, en plus grand, ce qu'on a proposé, c'est donc de prolonger l'espace public au maximum à l'intérieur du bâtiment, de fabriquer un espace ici, de manière à pouvoir régler ces problématiques de distribution des fonctions, d'une part, et d'autre part, d'amener au plus près le public vers la vue. Voici une coupe. Donc on voit bien ce dénivelé, la partie haute, donc avec la rue, ici la route, notre bâtiment qui se trouve à l'interface des deux espaces publics. Évidemment, à nouveau, un projet encastré dans le sol, avec des travaux spécifiques. Voilà des petits schémas de réflexion qu'on avait, ce qui permettait de mettre en place cette intériorité, une intériorité qui permet de voir, d'être vu, de voir le programme, de voir le paysage, et puis cet espace public qui vient s'infiltrer à l'intérieur du bâtiment. Notre coupe. Donc on voit que l'espace public rentre très profondément dans le bâtiment, ce qui est un problème technique assez compliqué à résoudre. Mais cet espace-là va au plus profond de la parcelle qui nous est donnée. Voilà notre bâtiment. Donc une première partie de l'espace public. On a un bâtiment qui vient par une faille, qui vient montrer son entrée. Cette entrée est largement vitrée. Les deux éléments, on a une peau extérieure qui est plutôt minérale, et puis on a un pan vitré qui va intégralement tapisser l'intérieur de l'espace public. Voilà notre patio, et on continue d'avancer, de rentrer dans le projet, et on arrive donc dans le hall d'entrée, et ce hall d'entrée va pouvoir distribuer toutes les entités du programme. Voilà les plans, donc notre patio ici, et puis donc d'un côté la médiathèque qui s'installe dans cette zone-ci, et puis la partie muséale plutôt dans cette zone-là. Donc une géométrie extrêmement complexe, et puis la nécessité de traiter les toitures, puisqu'on a à chaque fois une notion de dénivelé, de pente.
Et puis pour l'étage inférieur, donc la salle de spectacle, qui est elle entièrement en infrastructure et qui nous pose des soucis techniques puisqu'il s'agit de faire un espace, donc ici on voit la trace de l'espace public, on a un espace public à mettre en place au-dessus d'une dalle de 30 mètres de portée, donc des problèmes techniques assez compliqués à résoudre, mais on ne désespère pas, les choses sont conçues, donc on espère maintenant le feu vert pour faire partir les travaux de ce projet dans les meilleures conditions. Voilà les coupes techniques dont on voit la complexité technique et l'ingénierie est assez pointue sur ce projet finalement, chose qu'on n'avait pas du tout imaginé au départ. On avait imaginé des choses beaucoup plus simples et il s'est avéré que le projet en s'étudiant s'est complexifié de façon assez importante. Voilà l'autre coupe avec donc ce grand porte-à-faux. Voilà, donc ça c'était les 4 projets, ces 4 points-là, 4 façons de traiter le paysage en tant que tel. Sur le projet des réserves du musée Ingres à Montauban, c'est un projet qui est assez spécial puisque c'est un des premiers concours que nous avons gagné. C'est un concours qui était un petit peu un projet fondateur pour l'agence et d'une certaine manière qui cristallise pas mal de comment dirais-je d'idées et de réflexions qu'on essaie de mener. C'était un programme assez simple, 1000 mètres carrés, assez simple à contenir dans sa technicité, parce qu'il demande par contre des exigences en termes de conservation préventive extrêmement élevées. Donc cette surface assez modeste permettait de gérer les aspects techniques au mieux et c'était un premier projet tout à fait fondateur pour nous et qui nous a permis donc notamment de nous faire remarquer et du coup d'être retenu pour les NAJA, etc. Donc on retourne à Montauban. Vous avez le musée ici, le musée Ingres est ici dans l'ancien palais épiscopal, donc bien évidemment en zone inondable près du Tarn, et donc il fallait, comme tous les palais épiscopaux qui sont transformés en musée, donc outre les problèmes d'inondation, effectivement, des surfaces à trouver et puis effectivement des difficultés à installer un programme aussi technique. Donc il est décidé d'externaliser les réserves dans la zone est de la ville, la zone où est installé d'ailleurs un ensemble d'équipements publics. C'était une volonté très forte de la mairie et notamment on est à proximité de la médiathèque qui est récemment livrée par Colbock et Franzen. À nouveau un terrain donc absolument assez compliqué à gérer, une avenue assez ingrate, en face un lycée pas très engageant et puis un jardin ici qui est en fait au départ une roseraie qui n'en est plus une, d'autant plus que dernièrement ils sont venus installer un complexe aquatique en plein milieu. Donc, ceci étant dit, un terrain, un jardin qui nous était donné comme à réfléchir. Alors, la question de savoir des réserves de musée, c'est un petit peu compliqué, c'est-à-dire qu'on nous demande de faire un entrepôt sourd, muet, sûr, qui ne s'ouvre pas, qui résiste à tout,
nous semblait important de trouver une symbolique, de donner une symbolique à cette construction et d'arriver à montrer ce qu'il y avait à l'intérieur, la richesse qu'il y avait à l'intérieur. Sachant que évidemment, les réserves ne se revisitent pas, c'est le musée qui les visite. Et donc, pour nous, on a travaillé autour de la question de la chasse reliquaire, j'allais dire, cette idée, cette métaphore qui par ses ors, par ses décorations, etc., est une boîte qui finalement renferme donc les reliques et qui ne se montre pas. C'est-à-dire qu'on sait ce qu'il y a à l'intérieur, mais on ne voit jamais ce qu'il y a à l'intérieur, on ne regarde pas ce qui est à l'intérieur. Voilà notre plan masse avec notre bâtiment et donc avec la construction adjacente ici qui était initialement prévue pour être transformée. La bibliothèque municipale donc a été transférée donc dans la médiathèque de Benjamin donc on était censé donc construire ces réserves, donc les réserves qui sont en noir ici, et puis récupérer ici, à terme, les espaces de l'ancienne bibliothèque pour y faire les archives. Donc une zone de conservation et de protection des œuvres d'une part et des archives municipales de l'autre. Alors évidemment, il fallait trouver un système constructif et qui nous permettait à la fois d'assurer une stabilité thermique absolument comment dirais-je, garantie, avec des taux, donc des gradients de température extrêmement faibles. Et puis, il fallait absolument aussi respecter une marche en avant, puisque toutes les réserves du musée fonctionnent avec un traitement des œuvres, etc., une conservation, etc. Et nous avons organisé notre bâtiment tout simplement avec une double coque, hein, voilà, donc qui permet d'assurer ces deux ambiances différentes, deux ambiances protectrices. Donc une première ambiance climatisée qui est la zone en gris foncé et tous les magasins ici et les zones de traitement en gris clair, enfin en zone plus claire, donc avec un double traitement d'air, ce qui nous permettait de garantir cette stabilité hygrothermique. Et bien évidemment, on se sert de ces circulations périphériques, de ces espaces périphériques pour soit distribuer les œuvres, faire passer tous les fluides, tous les aspects techniques, sans jamais venir irriguer les magasins pour des questions de sécurité. Donc ça, c'était notre organisation en plan extrêmement simple, extrêmement rationnel, qui provient exclusivement d'un schéma fonctionnel et d'une utilisation optimale des surfaces disponibles. Il fallait trouver une expression donc, à ce bâtiment, et donc on a travaillé donc une vêture qui soit en mesure de montrer, qui soit en mesure de faire en sorte que de symboliser la richesse intérieure des magasins, la richesse des œuvres abritées et des archives entreposées. Donc une expression extrêmement clair, un volume équarri, réduit à sa plus simple expression. Et donc cette vêture, elle a été fabriquée à la base, sur une base donc d'un tableau de Ingres. Donc le peintre en question, dont la majeure partie des œuvres sont stockées, entreposées à l'intérieur. Donc la Stratonis, c'est une œuvre qu'il a
intéressé toute sa vie. Il en a fait 6 ou 7 ou 8 versions différentes. Il en a peint, je crois, 8 versions différentes. Il a fait une 60 ou 70 dessins différents. Donc c'est un truc qui l'a quand même occupé une bonne partie de sa vie. Donc on est simplement venu prendre un élément du tableau. Et puis on a fabriqué une matrice. On est mettre en place une matrice béton d'une part et un élément filmé de l'autre, pour venir en fait panoter la façade avec donc un unique module, un panneau avec un unique module. Donc évidemment, on a travaillé, il a fallu mettre au point cette vêture-là. Des panneaux, sur les panneaux béton, on a fait un nombre incalculable de tests, savoir est-ce que c'était du béton teinté dans la masse ou pas, est-ce que c'était une lasure, est-ce que c'était une peinture, etc. Donc on a fait un nombre incalculable de prototypes et d'échantillons pour aboutir à une solution médiane, j'allais dire, qui est en fait donc un béton ultra fluide, mais non teinté. On l'a teinté dans un deuxième temps. Et voilà donc notre vêture qui s'exprime, et le bâtiment prend la lumière, et on a presque un bâtiment en argent. Le bâtiment vibre avec la lumière. Donc avec cette alternance entre des panneaux béton et les panneaux verts. Voilà les côtés arrière et les zones techniques, puisque c'est un bâtiment technique. Donc on a des questions donc de flux de marchandises. Un travail sur le béton, un travail sur les portes. C'est l'air de rien, mais il fallait fabriquer un coffre-fort. Donc il nous a fallu concevoir des portes. Donc c'est des portes en béton qui sont carénées, qui sont anti-effraction, qui sont anti tout ce que vous voulez. Donc ça a été compliqué à les concevoir, à les mettre en place, à les valider, à les faire valider par les services. Et puis à l'intérieur, donc, on a souhaité, pour des questions de traitement, on est presque dans des laboratoires avec un traitement des œuvres de façon très... C'est médical, j'allais dire, oui, c'est médical, puisque les œuvres peuvent être souillées, peuvent avoir des pathologies, donc on les met dans des quarantaines comme des patients dans un hôpital, et puis elles vont être traitées, etc. Donc une incorporation de tous les réseaux, de tous les aspects soufflage, etc., pour éviter que la poussière puisse se déposer. Donc un travail excessivement important, puisqu'il n'y a aucune trappe dans les zones où les œuvres circulent. Donc il n'y a aucune trappe d'accès, tout est parfaitement encoffré. Quelques lumières, quelques ouvertures, presque du registre militaire, j'allais dire, avec ces meurtrières qui viennent protéger et faire une petite amenée de lumière naturelle, mais qui viennent aussi auto-protéger le bâtiment. Et puis donc une architecture extrêmement simple, avec donc les grands couloirs et les grandes portes qui donnent accès à chacun des magasins. Donc chacun des magasins a une ambiance hygrométrique différente en fonction des types d'œuvres conservées. Voilà les espaces intérieurs. Et puis les espaces arrière, enfin des espaces qui sont exclusivement techniques, où il n'y a pas d'œuvres qui sont déplacées, où on peut se permettre d'avoir des installations techniques.
Voilà les magasins, donc avec ces rangements et ces grilles à tableaux. Alors, sur le projet des ESI, c'est un projet un peu important pour l'agence, un petit peu qui nous a donné à travailler un sujet assez complexe. Outre la question du paysage, alors là on est dans des paysages qui sont sublimes, qui sont protégés, puisque tout ça c'est classé au patrimoine mondial, etc. Mais il y a une épaisseur ici de l'histoire qui est extrêmement lourde. Il faut s'imaginer que c'est a priori c'est le seul endroit qui a été démontré comme tel où l'on a une occupation humaine de plus de 400 000 ans. Donc depuis 400 000 ans, des hommes voient ce paysage et le transforment. Et ça, c'est assez incroyable de se dire que finalement, le paysage est modifié depuis ces 400 000 ans-là. Et il a fallu essayer de comprendre comment on pouvait venir ajouter un bâtiment, intervenir dans ce continuum, qui est extrêmement fragile et qui est très, comment dirais-je, très fragile, avec cette notion d'équilibre qui est extrêmement prégnante. Donc on a ce paysage sublime du village des Hésies, donc c'est le Périgord, c'est des falaises calcaires, c'est une végétation assez étonnante, elle est pratiquement du type des cosses en partie haute, en haut des collines, au-dessus des falaises on a une végétation très méditerranéenne, et puis en bas de la vallée, dans le creux de la vallée, donc la vallée de la Vézère ici, une végétation extrêmement presque lacustre avec cette humidité et cette rivière qui vient vraiment lécher le bord des falaises. Donc vraiment une différence de végétation extrêmement importante sur 50 à 80 mètres. Donc des paysages absolument fantastiques. Voilà ces falaises. Et donc, notre projet qui se réduit à pas grand-chose en fait, puisque la commande du maître d'ouvrage tenait sur 4 pages à 4 feuillets à 4. Il nous demandait de faire un centre d'accueil, mais on ne savait pas de quoi, de 3000 m², et on ne savait pas ce qui allait se passer dedans, et on ne savait pas quel était l'usage. Et on nous demande de faire une rue. Bon, donc on fait une rue, et de relier la partie centrale du village qui est ici, les Hésies, au parking qui est ici, au moyen d'une passerelle, puisqu'il faut absolument franchir ce petit ruisseau qui est la Bonne, pour rejoindre le centre-village, le centre-bourg qui est ici, où se situe le musée national de préhistoire. Mais voilà. Et donc, on gagne le concours sur cette idée de rue. On ne savait toujours pas quel programme loger dans ce bâtiment. Et va s'ensuit donc une belle aventure avec un maître d'ouvrage de 3 années, un an et demi de conception et 1 an et demi de chantier, et de définition d'un projet qui a évolué jusqu'à la fin. En fait, le projet a évolué jusqu'à la fin, mais la seule idée qui était maintenue par le maître d'ouvrage, c'était qu'il fallait accueillir le public
et qu'il fallait lui faire comprendre donc que ces 400 000 ans d'occupation de la vallée Vézère étaient continus et que le public était le dernier maillon de cette occupation-là. Et puis un deuxième point qu'il fallait aussi faire comprendre, c'était donc que le long de cette vallée Vézère, donc l'organisation des 200 sites préhistoriques qui ont été aujourd'hui mis à jour et comment ils se répartissent dans l'espace de la vallée Vézère et comment les couches et les strates de chacun des sites se recoupent les uns par rapport aux autres et permettent justement de démontrer cette continuité d'occupation. Voilà. Donc, un programme assez étonnant. Et au final, donc, qu'est-ce qui en est ressorti, puisqu'on finalement on a fait le programme avec le maître d'ouvrage, c'est donc des zones d'exposition, des zones d'accueil du public, un auditorium, c'est une librairie, c'est des zones d'accueil pour les chercheurs, puisque le Pôle international de la préhistoire, c'est une institution qui regroupe les chercheurs les plus grands. Donc c'est une institution qui a portée mondiale, hein, donc avec des chercheurs se regroupent ici dans ce bâtiment pour leur congrès et leur cycle de formation. Voilà, donc un programme assez hétérogène et assez hétéroclite. Alors bien évidemment, j'espère que ça se voit moyennement, notre terrain va de part en part de la vallée, de la Beune. Donc la Beune, c'est le petit ruisseau qui est ici. On a une falaise, la Beune qui coule ici, et notre terrain avec la nécessité d'amener le public, de le faire traverser le ruisseau et de le faire traverser notre bâtiment qui est accroché dans le terrain, qui est encastré dans le terrain et qui vient gérer deux niveaux, un niveau bas qui est le niveau plutôt de la Beune et un niveau haut qui est le niveau de la rue qui va donner accès au centre-bourg. Donc évidemment, le terrain est extrêmement contraint. On a une vingtaine de mètres au plus large, et donc on vient installer le bâtiment comme ça au plus près de l'eau, entre l'eau et la falaise. On vient le coincer entre ces deux éléments-là. Et donc il vient s'organiser avec des espaces extrêmement tenus et très allongés, très oblongs. Et on vient poser les éléments du programme et tous les interstices qui sont ainsi produits sont des espaces de circulation. Donc on dépasse allègrement toutes les notions, j'allais dire, habituelles de chaune et de surface utile versus les surfaces de distribution. On est quasiment à égalité. C'est un bâtiment qui ne comporte que des surfaces de circulation, quasiment. Donc ça, c'est le niveau supérieur. C'est le niveau supérieur par lequel vous accédez directement depuis la rive opposée, la rive sud. Et puis donc, on a le niveau inférieur qui est lui donc encastré dans le terrain et qui est lui totalement en communication avec la Beune, la rivière ici, le petit ruisseau. Donc un bâtiment de 150 mètres de long qui ne se voit jamais en entier. On ne discerne jamais le bâtiment dans sa globalité. On a toujours une vue fragmentée, de biais, jamais complète. Voilà le principe d'organisation. Donc le niveau en liaison avec la passerelle, le niveau bas ici, en liaison avec la Beune et la rue. Donc ces trois niveaux qui sont liés par le projet.
Donc, ce qui nous a importé, c'est donc de venir mettre en place, pour caler le programme, on a mis en place des grands porte-à-faux. On a des porte-à-faux jusqu'à 5,80 m en béton, au-dessus de la rivière, avec des problématiques techniques assez importantes en termes de réalisation. Et donc, on a travaillé énormément la structure sur ce bâtiment pour pouvoir venir construire dans les délais qui nous étaient impartis, c'est-à-dire 18 mois de travaux, 3000 m² de programme culturel, avec compris donc tout ce qui est scénographie, etc. Donc un délai extrêmement court, il fallait qu'on trouve des procédés constructifs extrêmement rapides. Donc, notamment sur tous les aspects les plus au sud. Donc une charpente métallique assez spécifique a été conçue de manière à pouvoir reprendre les efforts, notamment de tous les porte-à-faux des dalles inférieures. Voilà, donc tout ça, ça a été étudié pour pouvoir faire en sorte de construire cette charpente le plus rapidement possible et composer avec les porte-à-faux. Donc ça, c'est le niveau supérieur du bâtiment. Un chantier extrêmement complexe, puisqu'il a fallu transborder la totalité des matériaux, je dis bien la totalité des matériaux, depuis la rive sud vers la rive nord, puisqu'il n'y avait aucun accès n'était autorisé sur la rive nord. Donc ici, c'est une vue depuis la grue qui était sur la rive sud, et on a transbordé la totalité des matériaux. Donc une rigueur dans l'organisation, et on a construit donc le bâtiment, vous allez voir, on va le visiter, donc au plus près de la nature, on a abattu 3 arbres en tout et pour tout, donc toute la végétation existante a été conservée au maximum. Le bâtiment s'étire et se rapproche au maximum de la végétation et se recule quand il est nécessaire de se reculer, puis à nouveau se dilate. Donc joue comme ça avec les caprices du déjà là, de la chose existante. Voilà, donc c'est un bâtiment assez complexe à percevoir. Extrêmement compliqué techniquement, et du coup il est relativement peu aisé de l'apprécier en tant que tel quand on n'est pas sur place. Donc j'ai essayé de vous faire une visite, j'allais dire, en photo de ce bâtiment-là, puisqu'il présente de multiples visages. Donc voilà notre site. Et voilà notre arrivée sur notre parcelle. Donc on est là sur la rive sud et on se dirige, donc on regarde vers le nord, donc en toile de fond les falaises, et puis ce bâtiment qui est extrêmement pincé, extrêmement tenu, 8 mètres de haut, 2 fois 4 mètres, 2 niveaux 4 mètres, et qui vient se caler au plus près du terrain, de manière à presque disparaître, à ne jamais bloquer la vue, et ça va être un jeu continuel entre des apparitions et des disparitions dans le paysage, vous allez voir. Donc la partie de l'entrée, donc l'entrée se situe au sud, le long de la rue. Donc on a 11 mètres en tout et pour tout pour percevoir ce bâtiment-là. Avant et après, c'est du domaine privé, c'est des habitations, des jardins, etc. Voilà le bâtiment qui réagit avec donc j'ai fait des diptyques comme ça. Le bâtiment réagit avec son site. La falaise. Donc bien évidemment,
La teinte du béton a été travaillée de manière à pouvoir composer avec la calcite des falaises à l'arrière. Le bâtiment donc qui se loge, qui se love dans l'espace résiduel, dans les masses libres entre les masses de végétal. Donc un site exceptionnel. L'eau, la falaise, les arbres, voilà, c'est des choses qui sont extrêmement rares. Voilà, cette végétation, cette humidité en partie basse. Les grands porte-à-faux qui viennent lécher les arbres. La passerelle, donc c'est des endroits qui sont... Donc on est dans des coursives extérieures, on peut voir l'eau. Toute l'idée c'était de pouvoir voir l'eau depuis le bâtiment. Donc les garde-corps en verre permettent d'avoir une vue sur la rivière, sur le petit ruisseau. Donc c'est des endroits extrêmement agréables où il y a une fraîcheur naturelle qui se dégage. Il y a aussi une question de qualité acoustique aussi, puisqu'on entend l'eau qui coule. Voilà, tous les aménagements de l'eau en amont du bâtiment. Donc sur le site, il y avait une ancienne minoterie et une mugisserie, donc il y avait des ouvrages hydrauliques qui ont été dévoyés de manière à pouvoir installer notre bâtiment, mais toujours avec un respect. Vous voyez les arbres qui étaient là, qu'on a conservés. On est passé en travers. Donc, on a installé un jardin qui ne se voit ou qui ne se visite que par les yeux, j'allais dire, qui se regarde, mais qui ne se parcourt pas en tant que tel, puisque c'est une zone inondable, on n'avait pas le droit d'y mettre le public. Donc on a fait un jardin, ce qu'on appelait jardin d'eau, qui se voit depuis les coursives supérieures. Voilà, donc on est littéralement dans les arbres. Donc c'est des façades sud. Voilà toujours des analogies entre le bâtiment et ce qu'on peut retrouver. Vous voyez ce verrou rocheux comme cet élément posé, et puis le bâtiment qui est posé comme le rocher et sa falaise. Et puis à l'intérieur, donc un traitement des façades pour les parties vitrées. Donc on a mis en place une sérigraphie. Cette sérigraphie elle rappelle un petit peu les calcites du rocher, puisque l'eau est extrêmement présente et a façonné ce paysage. Donc on est venu symboliser le trajet, le cheminement d'une goutte sur la paroi. Et donc on est venu fabriquer cette sérigraphie et qui donne des aspects assez fantastiques, des jeux de lumière assez fantastiques, et qui nous a permis, par un tour de passe-passe, d'éviter toutes les protections solaires, puisqu'on est même en façade sud et on a 0 protection solaire. On est arrivé à démontrer que notre sérigraphie suffisait pour annuler et supprimer les apports solaires dans des proportions acceptables. Donc ce jeu de transparence ou de translucidité, et on a une lumière assez extraordinaire qui est générée par cette sérigraphie. Et donc des espaces extrêmement généreux, extrêmement simples, où il ne se passe rien. Mais pourtant, c'est fondamental, parce que ces espaces
tout le monde les adore. Les villageois viennent bouquiner dans ces zones-là. Donc il ne se passe rien, c'est fait pour accueillir des quarts de touristes, c'est tout. On se pose sur ce grand banc là qui fait, je ne sais plus combien, 60 mètres de long, 50 mètres de long. Voilà. Et on contemple cette nature qui est absolument prégnante. On vient de passer du sud. On a été, le soleil a tapé, on a chaud, on a les yeux qui sont éblouis par la lumière, et puis on rentre dans cette espèce d'espace calme. Il fait frais, la rivière a donné de la fraîcheur au bâtiment, la lumière est tamisée, et on peut se reposer, et on est prêt à aller visiter les sites archéologiques ou préhistoriques, ou que sais-je. Voilà, des espaces extrêmement clairs, extrêmement simples. Donc le triptyque de l'entrée, donc un certain nombre d'informations sont données au public. Même les films, donc le maître d'ouvrage nous a donné la totalité, la maîtrise d'œuvre de la totalité des ouvrages du bâtiment, que ce soit en termes de bâtiment, en termes d'aménagement intérieur, en termes de mobilier, en termes de réalisation des médias. Nous avons eu la maîtrise des médias en tant que tels, des films qui sont projetés. Voilà, il nous a consulté sur tout. On lui a donné un bâtiment clé en main la veille de l'inauguration. Voilà, des pratiques assez extraordinaires. Voilà, des gens qui regardent le triptyque qui est en face. Donc l'escalier qui permet de passer aux étages inférieurs, à l'étage inférieur, puisqu'il n'y en a qu'un seul. Donc on a travaillé la partie scénographie qui est donc une mise à disposition pour le public de l'ensemble de l'offre culturelle et scientifique de la vallée. Et puis ce souci de trouver une architecture qui vienne encore à nouveau en retrait. Et là on voit que les usages prennent le dessus. Voilà. Ce qui est beau, c'est les gens, c'est pas forcément notre architecture, c'est les gens qui sont là, ils sont beaux. Et donc ils sont là et ils donnent vie au bâtiment. Nous on est en retrait, on est derrière. Voilà. Le travail. Ça, on a donc c'était pour, mais ça sort mal. Donc tout le travail de signalétique, de composition et d'éléments de médiation. Donc c'est un travail qui a été fait en collaboration avec le bureau baroque. Voilà, donc les espaces d'exposition. Donc l'ensemble des photographies Cyril Weiner, voilà les espaces. Donc la totalité des éléments ont été dessinés, adaptés. Je passe rapidement. Là. On passe à l'étage inférieur, donc c'est un niveau un peu moins public, j'allais dire, avec un public accompagné. On descend un escalier un petit peu charbonneux comme ça, un petit peu. Tout d'un coup, on est saisi par une zone un peu plus, une obscurité comme ça. Et puis en bas, à nouveau des espaces de contemplation du paysage.
des espaces où on ne fait rien. Mais c'est tellement agréable. Et en fait, cet espace-là, c'est le foyer. C'est le foyer de l'auditorium. C'est le foyer de l'auditorium qui est ici, qui est à nouveau un espace extrêmement simple, qu'on a voulu le plus efficace possible dans son dessin. La totalité des aspects techniques ne se voit pas, est en partie haute. Donc on a deux éléments, des murs en béton, des emmarchements en béton. On est venu poser des fauteuils très simplement, et puis une résine métallique en partie haute, inox. On y a intégré la totalité des équipements techniques et rien d'autre. On a travaillé les aspects d'éclairage, ont été très très importants, parce qu'il fallait absolument trouver des moyens d'éclairer le bâtiment sans éclairer la rivière, puisque la rivière était classée, il y avait des aspects de protection des espèces aquatiques, donc il fallait absolument mettre en valeur ce bâtiment et sans jamais éclairer le site. Donc on a développé des luminaires spécifiques, spécialement conçus pour venir éclairer uniquement ce qu'on voulait et jamais l'environnement immédiat. Voilà, donc on a une boîte lumineuse, mais elle est cette lumière est extrêmement contenue, elle est calculée pour aller très peu, infuser très peu sur dans l'environnement. Voilà, à un seul endroit, on a cette lanterne qui éclaire un petit peu, mais c'est la partie principale. Voilà, avant-dernier projet, donc deux petits éléments, donc l'actualité, j'allais dire, très chaude de l'agence, notamment pour une opération à Sarpoterie, pour la mise en place et la création du musée du verre. À Sarpoterie, c'est un petit village près de Lille, dans l'Avesnois, au sud de Maubeuge. Et c'est un sujet assez extraordinaire parce que faire un musée du verre, ça reste quand même, ça questionne très fortement puisque la lumière quand même réagit assez intéressant sur le verre. Donc il a fallu trouver une matérialité, il a fallu trouver une mise en œuvre assez spécifique et une expression des choses et la mise en place d'un symbole relativement fort au niveau donc de ce matériau qui est assez extraordinaire. Donc évidemment, on s'est appuyé sur le paysage de l'Avesnois, donc ces bocages, l'eau, les alignements, et donc on est venu installer notre bâtiment donc dans les lignes paysagères, les lignes bocagères ici que vous voyez, et on est venu le fragmenter. Voilà. Mettre en place donc un élément qui permette à la fois de gérer à nouveau la différence de niveau qu'on a dans le terrain, et faire en sorte que la zone d'exposition soit en même temps en connexion avec la partie haute et la partie basse. Et voici le jardin qui rentre au plus profond du bâtiment. Voilà le plan masse d'organisation. Donc chacune des barrettes vient s'orienter suivant la déclivité du terrain à nouveau et obéit à une logique fonctionnelle. Donc chaque barrette reçoit une partie du programme. La matérialité, donc pour nous,
la question du verre, la question était assez complexe. Il ne fallait pas tomber dans l'écueil de faire un bâtiment en verre. Donc on a choisi de travailler autour du cristal plutôt, du silice qui est la composante du verre, et de reprendre sa géométrie plus que sa matérialité. Et donc notre bâtiment s'installe dans le paysage. Donc on est en train de travailler sur ce bâtiment-là qui devrait être ouvert d'ici 2 ans maintenant. Donc des éléments, 5 barrettes à des géométries très, très fines, très incisives qui viennent symboliser le cristal de silice. Donc l'ensemble du bâtiment, donc ça c'est une vue sur l'entrée, l'ensemble du bâtiment sera donc revêtu donc d'une vêture en pierre du Hainaut, donc c'est la pierre locale, une pierre bleue, comme ça par strate. Voilà, et on rentre dans ce bâtiment, donc une grande épine dorsale qui distribue les 5 barrettes qui correspondent au programme. Les salles d'exposition qui sont donc en liaison directe avec le jardin et qui sont sur 2 niveaux, avec donc ces doubles hauteurs qui permettent d'amener la lumière et qui permettent d'avoir une vue aussi sur le jardin. Voilà les plans, tout simplement. Donc on a 5 barrettes et 5 cheminements, donc la partie haute, la partie publique ici, avec les espaces d'exposition, et puis la partie plus privée, et en bas, toute la partie réserve, et la salle d'exposition principale sur 2 niveaux, donc qui accueille le cheminement, le parcours muséographique. Voilà. Je vous remercie.